Bonsoir à tous, il est 23h sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. En marge du lancement des travaux de la route côtière à San Pedro, le Premier ministre a rencontré la chefferie traditionnelle de la localité. Patrick Kachi leur a transmis le message de remerciement et de paix du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Dans la région du Hambol, les établissements d'enseignement de proximité viennent désengorger les écoles publiques. Construits dans plusieurs localités de la région, ils se présentent comme une réelle alternative au surpeuplement des salles de classe. Et puis nous irons au Rwanda où le verdict dans l'affaire Paul Rusesabagina est prévu pour demain, lundi 20 septembre. L'opposant à Paul Kagame est jugé à Kigali pour terrorisme depuis le mois de février 2021. Il encourt la prison à perpétuité. Voilà pour les titres. Avant le lancement des travaux de la route côtière, le Premier ministre a rencontré les chefs traditionnels. Pleine de symboles, c'était une rencontre fraternelle avec les têtes couronnées. Patrick Kachi leur a transmis le message de remerciement et de paix du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte rendu de Sam Conan. Juste après son arrivée à l'aéroport de San Pedro, le Premier ministre Patrick Kachi s'est dirigé à la place Saint-Pierre pour y rencontrer les chefs venus de tout le district du Bas-Sassandra. Une rencontre fraternelle qui a débuté par la traditionnelle prise de coula, signe d'hospitalité en pays primaire. Les chefs traditionnels, venus très nombreux et habillés en tenue d'apparat, savent que le Premier ministre Patrick Kachi est porteur de bonnes nouvelles. Il faut dire que c'est un grand jour. Si vous voyez l'ensemble des chefs venus d'un peu de partout, réunis ce jour ici dans leur apparat de chef, il faut dire que c'est parce que nous sommes animés par une joie immense. La joie est là, elle est fortement là. Le Premier ministre, après avoir transmis les salutations du chef de l'État, a livré le message de paix du président Alassane Ouattara aux têtes couronnées. Les premières choses qui sont venues remettre en cause le développement fulgurant que le père de la nation avait impulsé dans ce pays, c'est l'instabilité, les troubles sociaux, politico-militaires. C'est le message que j'étais venu vous donner de la part du chef de l'État, un message de remerciement, un message de félicitations, un message d'encouragement pour les efforts que vous faites chaque jour et de vous dire qu'il compte sur vous. Il compte sur vous pour maintenir le calme, la paix dans ce pays, afin que tous les actes de développement que vous voyez puissent continuer et que d'autres suivent et que nos enfants, à la suite de nous, on puisse leur remettre un pays dans la paix, qu'ils continuent, parce qu'à la fin de la journée, c'est le développement qui est le plus important. Après la cérémonie des prises de coula et les échanges avec la chefferie traditionnelle, le Premier ministre Patrick Kachi est allé lancer les travaux du renforcement de la côtière. Le Premier ministre Patrick Kachi a bel et bien procédé au lancement des travaux de la côtière hier samedi 18 septembre. La 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouverte mardi 14 septembre dernier. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Kandia Camara est arrivée hier samedi à New York. La responsable de la diplomatie ivoirienne a eu une séance de travail avec ses collaborateurs sur le programme de cette session. Une session au cours de laquelle elle représentera le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Kandia Camara aura une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Elle prendra la parole à la tribune de l'ONU le 27 septembre prochain. À suivre très prochainement sur RTI 1 le temps fort de cette 76e session depuis New York avec notre envoyé spécial Michel Digré. La cérémonie de clôture de l'atelier de mise en réseau des agences de promotion des investissements a eu lieu le 15 septembre dernier. L'atelier présidé par le ministre Emmanuel Essis-Esmel avait pour objectif de soutenir le développement des investissements et la croissance économique dans l'espace communautaire. On en parle avec Astou Touré.
Les directeurs généraux des représentants des agences de promotion des investissements du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Niger et de la Côte d'Ivoire, motivés à soutenir le développement des investissements et la croissance économique dans l'espace UEMOA. L'atelier se penche sur la mise en œuvre des démarches entreprises par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA pour accompagner les agences de promotion des investissements. Nous avons pu aborder un certain nombre de questions. Comment est-ce que ces agences sont créées? Comment est-ce qu'elles fonctionnent? Quelles sont leurs activités pour, n'est-ce pas, assurer l'attrait des investisseurs? Et nous avons pu formuler un plan d'action qui devrait, n'est-ce pas, être exécuté sur 3 années, de 2021 à 2023. Et à partir de là, nous allons demander à ce que la Commission puisse valider ce plan d'action et les projets de textes qui vont être formulés pour que ces réseaux se mettent en place pour soutenir les investissements dans la sous-région. Emmanuel Esmel Essis, ministre de la promotion de l'investissement privé, a présidé la clôture de cet atelier. Pour le premier responsable de l'investissement privé en Côte d'Ivoire, ces démarches viennent à point nommé en termes d'organisation des ressources afin d'avoir un espace plus attractif pour attirer les investisseurs étrangers. Cette initiative du commissaire de l'UEMOA permettra aux agences de promotion de l'investissement de ces différents pays de mettre en commun leurs ressources et de pouvoir avoir un espace plus attractif par l'amélioration du climat des affaires, par la mise en place de réformes structurantes et structurelles, et de sorte à pouvoir permettre au secteur privé de s'exprimer et bien sûr attirer plus d'investissements directs étrangers. Il encourage la mise en place d'un secrétariat permanent du consultatif de cet atelier afin de poursuivre les actions à mettre en œuvre, d'en assurer la suivi et d'accélérer la réalisation des objectifs. L'investissement est au cœur de tout développement économique. Et cet espace de 8 pays qui ont en commun le franc CFA est un espace à économie très complémentaire. Donc, mais tout ensemble pour pouvoir, dans nos diversités, mais trouver des compléments pour pouvoir apporter plus d'investissements directs étrangers dans nos pays est déterminant. L'atelier de mise en réseau des agences de promotion des investissements de l'espace UEMOA a duré 3 jours. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONACI, était ce soir sur le plateau du journal de 20h. Draman Koulibaly est venu parler de la TCE, la tranche commune entente, un tirage qui concerne les produits à gratter et les 5 pays du Conseil. On regarde un extrait de son passage. Le Conseil de l'entente, c'est l'une des plus vieilles, sinon la plus vieille institution africaine, sinon sous-régionale, qui a été mise en place sous l'initiative de feu le président Félix Houphouët-Boigny. C'était en 1959. Donc c'est dans le cadre de l'installation des outils d'animation de cette institution qu'est née la tranche commune entente, qui est un tirage concernant les jeux de grattage particulièrement, les produits de grattage, c'est-à-dire les tickets à gratter. Donc la Côte d'Ivoire, cette année, accueille le tirage de la tranche commune entente. Demain déjà, nous avons la cérémonie d'ouverture. Mercredi encore, il y aura un autre temps fort, ça sera la remise de l'œuvre sociale aux populations d'Abobo. C'est-à-dire que les 5 pays du Conseil de l'entente se mettent ensemble lors de ce tirage pour offrir à la communauté qui abrite le tirage une œuvre sociale qui peut être un centre de santé, qui peut être une école. Nous souhaitons une forte implication de chacun, que ce soit les experts, que ce soit les directeurs généraux eux-mêmes, et aussi à l'ensemble des communautés d'Abobo qui reçoivent l'œuvre communautaire, voilà, qui sont bénéficiaires de cette œuvre-là, un accueil chaleureux. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 19 septembre 131 nouveaux cas de Covid-19 sur 4 558 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 97 guéris et 5 décès. À la date du 19 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 59 020 cas confirmés, dont 56 688 personnes guéries, 566 décès et 1766 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 977 401. Le 18 septembre, 24 906 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 761 075 doses du 1er mars au 18 septembre. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. On en vient maintenant au dossier de la rédaction de RTI 1. La rentrée des classes est effective sur l'ensemble du territoire national depuis la semaine dernière et les acteurs s'activent pour la réussir. Des élèves aux enseignants en passant par les parents d'élèves, tous sont mobilisés pour une meilleure rentrée des classes. Dans ce dossier que vous allez voir dans le handball par exemple, la floraison des écoles de proximité est venue faciliter l'accès à l'éducation dans la localité. Une floraison qui met fin aux effectifs pléthoriques dans les salles de classe. Un constat d'Éric Gouré. Dans la région du handball, l'école pour tous est une priorité grâce à la synergie entre les collectivités et le système éducatif. L'école va vers les populations. Les collèges de proximité sont construits. Dans cette région, on en compte une vingtaine. Et cela pour donner la même chance à tous les enfants du handball. Un dispositif encouragé par le sous-préfet de Sokalo, Sobara, dans le département de Dabakala. Ici, dans le département d'Abakala et précisément dans la sous-préfecture de Sokala, Sobara, au niveau des infrastructures scolaires, nous avons un collège de proximité qui a été créé en 2009 et ouvert en 2018. Kofi Kwaku est le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Il salue également cette vision du gouvernement ivoirien qui a permis au conseil régional du handball de prioriser dans ses projets les infrastructures scolaires. L'année dernière, par exemple, nous avons inauguré 3 collèges de proximité construits par le conseil régional. Et cette année, d'autres collèges sont encore en chantier. La demande de scolarisation est forte et nous avons, comme partout en Côte d'Ivoire, le problème de sureffectif dans les classes. Nous avons des effectifs pléthoriques. Les lycées et collèges qui sont là depuis sont un peu débordés. Et donc, les collèges de proximité viennent régler ce problème-là. Le président du conseil régional du handball dévoile la stratégie qui permet à lui et son équipe de construire plusieurs collèges de proximité. On s'est rendu compte que lorsque on mobilise 300-400 millions pour construire un collège de proximité, à base 3 ou à base 2, mais vous construisez 8 classes et le bâtiment administratif. Mais on s'est rendu compte que le collège de proximité, la 7e et la 8e classe, ne sont utilisées que 4 années après. C'est vous dire que quand vous construisez un bâtiment de 4 classes, 6e 1, 6e 2, 5e 1, 5e 2, la première année, c'est 2 classes qui sont utilisées. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Au lieu de mobiliser 300 millions pour construire un seul collège, nous avons fractionné et avec 100 millions, on construit déjà le bâtiment administratif, un bâtiment de 4 classes, les latrines pour les enseignants et le personnel administratif et les latrines pour les élèves. L'année suivante, on construit un autre bâtiment de 4 classes. L'année suivante, un autre bâtiment de 4 classes. Ça veut dire que dans notre programme triennal, nous investissons à raison de 27-28 millions chaque année, après avoir investi une première année 83 à 85 millions.
de sorte que nous avons pu doter toutes les 19 sous-préfectures de collèges de proximité. Outre les infrastructures scolaires construites, la DRENA du handball veut se distinguer par la discipline de tous les élèves. Au cours de l'année scolaire qui vient de se terminer, nous n'avons enregistré aucun départ anticipé en congé dans la région du handball. Nous comptons continuer la sensibilisation pour que ce phénomène soit totalement, si vous voulez, éradiqué dans notre DREN. D'où un appel à tous ces écoliers. Donc je demande à mes enfants, à mes élèves, de travailler, de se mettre sérieusement au travail. Nous avons les mots d'ordre de notre nouveau ministre qui prône tous les jours l'excellence, la lutte contre la tricherie, et nous sommes résolument inscrits, n'est-ce pas, dans ce schéma-là. Quand les collèges de proximité apportent un souffle nouveau dans le handball, un dossier réalisé par Éric Goré. Le président du Conseil national des architectes d'intérieur, et c'est ce dimanche, l'invité de RTI 1 avec Herman Guévi, Noël Dibo est longuement revenu sur le rôle de l'architecte d'intérieur dans l'embellissement des villes. Voici un extrait de leur entretien. L'architecte d'intérieur a cette capacité en fonction de l'évolution de nos sociétés, l'évolution de notre mentalité, l'évolution de la culture, de créer un cadre de vie qui va s'adapter à nos réalités actuelles. Pour pouvoir même prendre une décision politique, pour pouvoir prendre une décision économique, il faut être dans un cadre agréable. Parce que l'environnement, c'est ce qui va déterminer ce que nous devions faire. C'est-à-dire comment tu te sens pour pouvoir prendre la décision. Aujourd'hui même, une décision stratégique, il faut être dans un environnement qui va correspondre. Pour prendre une décision, pour pouvoir avancer, que ce soit l'endroit où nous nous trouvons, si on vous met dans des conditions pas agréables, mais c'est tout à fait normal que vous allez prendre la mauvaise décision. Et ce qu'il convient de retenir, c'est qu'on peut compter sur vous justement pour contribuer à embellir les villes de Côte d'Ivoire. Il est primordial de composer avec ce professionnel qui est un des maillons des professionnels du bâtiment, parce que c'est tout un ensemble. Par exemple, au niveau des pharmacies, on a une nouvelle conception des pharmacies. Avant la pharmacie, il y avait un comptoir, il y avait le client, et il y avait le pharmacien et le client qui est supposé malade qui vient à la pharmacie. Mais aujourd'hui, on aménage les pharmacies comme un supermarché où chacun vient, il a des produits, il a des médicaments et qu'il peut choisir, accompagné d'un professionnel qui va l'indiquer. Et ça donne l'envie de venir dans cette pharmacie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas du métier, qui se prétendent acheter d'intérieur. Donc, allez sur le site du Conseil national des architectes d'intérieur du Côte d'Ivoire. À partir de là, vous aurez toutes les informations. On parle maintenant de politique. La jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire a fait ce dimanche sa rentrée politique, une cérémonie au cours de laquelle elle a rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Au Palais de la Culture de Treichville, la jeunesse unie pour la Côte d'Ivoire nouvelle a salué les actions de développement menées par le chef de l'État, Ahmed Traoré, à Boussanogo. La 4000 places du Palais de la Culture de Treichville archi-comble. Les délégations sont venues de différentes communes du district d'Abidjan pour la rentrée politique de la JUNC, la jeunesse unie pour la nouvelle Côte d'Ivoire, qui a, à travers ce grand rassemblement, tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement de la Côte d'Ivoire et surtout pour la promotion des jeunes. Chers amis jeunes, cette adhésion des Ivoiriennes et des Ivoiriens à la politique du président de la République tire sa source dans les actions qu'il pose depuis son accession à la magistrature suprême. Grâce à la vision et au leadership du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui un véritable rayonnement international, symbole d'une renaissance pleine d'espérance. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous pouvez être fiers de votre président. En dehors du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, aucun président n'a réalisé ce que le président Alassane Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Une cérémonie d'hommage et de reconnaissance qui a vu la participation de plusieurs cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui ont invité les jeunes à rester unis derrière le chef de l'État, Alassane Ouattara. Votre mobilisation de ce matin est la preuve qu'Alassane Ouattara est assis sur un socle, est assis sur une fondation
composé de la jeunesse. Merci au président de la République, merci de tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Et merci à GNCI de continuer toujours à faire confiance au président de la République. Le ministre Kwadjo Kouna Bertin, représentant le Premier ministre Patrick Achi, a exhorté les jeunes à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation. La réconciliation nationale est gage de développement, de progrès et de prospérité. Notre pays est redevenu aujourd'hui l'une des économies les plus fortes du continent africain. De nouvelles infrastructures modernes sont réalisées sur l'ensemble du territoire. Les conditions de vie de nos concitoyens s'améliorent. Tout cela ne peut se poursuivre que si la Côte d'Ivoire est réconciliée et unie. Le président de la JNC, Abdoul Kader Sissé, entend parcourir les régions et contrées du pays à l'effet de remobiliser les militants du RHDP autour du président Alassane Ouattara. On parle maintenant de religion. Le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration était en déplacement à l'intérieur du pays. Dans la région du Bélier, le docteur Brice Kwasi a salué à travers une messe la contribution des guides religieux pour la paix et la cohésion sociale à Didier Vie. Ces derniers auraient fortement contribué à mettre Didier Vie sur les rails du développement. Kader Sogodogo. Église protestante Sema de Didier Vie. Le secrétaire d'État chargé de la modernisation de l'administration et maire de la localité, le docteur Brice Kwasi, de confession catholique, prie avec cette communauté. Le premier responsable de cette église, le surintendant François Agokofi, à la tête des religieux de Didier Vie, a travaillé sans cesse pour la paix et la cohésion sociale dans le département. Une contribution qui permet à Didier Vie d'avancer inlassablement sur les rails du développement. Une contribution des hommes de Dieu que le docteur Brice Kwasi a tenu à saluer au moment où le révérend pasteur François Agokofi est en fin de mission dans le département. C'est le vivre ensemble qu'elle est ainsi célébré. Le vivre ensemble que le président de la République ne cesse de répéter et que les communautés religieuses de Didier Vie mettent en pratique au quotidien. Prier enfin pour les communautés qu'il va retrouver là-bas et que ces communautés l'adoptent comme nous l'avons adopté ici à Didier Vie. Le révérend pasteur part non sans inviter les populations à l'amour et à la paix. Le message que je laisse aux mes collègues guides religieux est d'être toujours ensemble pour prier pour le développement du département de Didier Vie, pour la cohésion sociale des fils et filles de Didier Vie. Des chants et des dons ont accompagné le révérend François Agokofi qui va déposer ses valises à Gonaté pour poursuivre l'œuvre de Dieu. Et on parle maintenant de la consécration de la grotte de Sougassou, une grotte construite par la communauté catholique de la ville de Dimbokro au sein de sa chapelle. Une consécration en présence de 2 évêques et du ministre Paulin Claude Danho. On en parle avec Eugène Toubé. Pour la première fois à Sougassou, la communauté catholique du village participe à une messe d'action de grâce hors de l'enceinte de la maison qu'elle a dédiée à Dieu. Le moment est historique. 2 évêques co-célèbrent l'Eucharistie. Ce sont Monseigneur Alexis Touabi Yulo et Marie-Danielle Dadier. Tous les 2 vont consacrer la grotte dédiée à la Vierge Marie. En union de prière et dans la fraternité, fidèles chrétiens, filles et cadres de Sougassou, parmi lesquels l'ambassadeur Nicolas Kwaku et le ministre Danho Paulin, tous 2 fils de Sougassou, tous ont chanté la gloire de Dieu et réaffirmé leur dévotion à Marie. Saint Paul a dit, la foi sans l'acte n'est rien du tout. Cette foi-là, on peut l'exprimer en offrant au village cette grotte, signe de Marie dans le village. Il y a des gens même qui passent, qui voient la grotte, qui rentrent ici pour prier. Et ça a renforcé la Légion de Marie, ça a même renforcé le renouveau. La grotte de Sougassou, une longue attente comblée. Monseigneur Alexis Touabi Yulo a dit qu'il vient compléter le chemin vers l'union parfaite avec le Christ des chrétiens catholiques de Sougassou. La consécration de la grotte est tout un rituel. Tous les prêtres autour du prélat
tendent la main vers la Vierge Marie. Et Monseigneur Alexis Touabli Yulo, à l'aide du goupillon, asperge d'eau bénite la grotte. Les fidèles sont en joie, emplis de bonheur. À travers ce rite, Sungassou est désormais sous la protection de la Vierge Marie, autant que ses populations. C'est aussi toute la responsabilité des chrétiens catholiques de ce village qui est engagée, de par leur baptême. Notre spiritualité, c'est de nous consacrer totalement à la Vierge Marie pour qu'elle apporte son manteau de protection sur ce village. C'est pourquoi nous avons décrété et souhaité que la Vierge Marie ici soit la mère de toute grâce. La grâce de l'unité, la grâce de la fraternité, de la solidarité pour bâtir un village, mais aussi un pays de paix et d'espérance. La maman, c'est le symbole de la vie. Alors nous prions Dieu de faire passer ces grâces de vie à travers sa mère. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Alors il faut qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils ont pris aujourd'hui. Les fidèles catholiques de Sungassou vont prier pour l'érection de leur chapelle en paroisse, en reconnaissance de son activisme dans l'église locale de Dimbokro. Le ministre Damo Poulin y a financé d'importants travaux de réhabilitation dans la perspective de son élévation au rang de paroisse. Un argument que les chrétiens catholiques de cette chapelle vont brandir devant leur curé. Religion toujours, les fidèles de l'église d'Eima ont procédé à l'inauguration de leur cathédrale à Gogoué dans le département de Lakota, un édifice religieux d'une capacité d'environ 1500 places. C'est ce que nous rapporte Grace Kando. Les fidèles de l'église d'Eima de Gagoué dans le département de Lakota disposent désormais d'une cathédrale. Tout le monde est dans la joie et c'est ce résultat que nous voulons porter à la connaissance de notre Dieu et présenter également l'église à ceux qui vont la fréquenter afin que les bénédictions soient dans cette église. Venus nombreux de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire et de certains pays de la sous-région, les fidèles ont pris part à la cérémonie d'inauguration. Dieu même l'a dit, construisez ma maison et allez dedans pour prier. Quand vous êtes nombreux dans la maison de Dieu que vous priez, c'est dedans qu'on vous donne la bénédiction. Ce n'est pas dans la rue. Il faut se rassembler quelque part et puis invoquer Dieu. Aujourd'hui est un jour spécial, jour de reconnaissance à Dieu. C'est une fierté et ça permettra de gagner des âmes pour le Seigneur. Au menu de cette célébration, prestations de chorale, d'artistes et témoignages. L'édifice religieux d'une capacité de plus de 1500 places a été inauguré par le chef suprême de l'église d'Eima, Fidèle Dakouri. D'Eima est une religion chrétienne née en 1892. Mais c'est en 1922 que le ministère a commencé par la construction de sa première église. Et c'est l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde. C'est une sélection signée Abou Sanogo. Au moins 3 gendarmes ont été tués dimanche et plusieurs sont portés disparus lors d'une attaque de djihadistes présumés contre un convoi militaire dans l'est du Burkina Faso. L'attaque a eu lieu dimanche 12 septembre vers 13h près de Sakouani, une ville située sur la route Matiakwali-Kanchari, près de la frontière avec le Niger, alors que l'équipe assurait une mission d'escorte logistique pour la compagnie minière Bongo. En prélude à la mise en place des organes de transition en Guinée, les concertations sociopolitiques élargies entre la junte militaire au pouvoir et les acteurs guinéens ont débuté mardi au Palais du Peuple. Cette rencontre, selon Mamadi Doumbouya, vise à écouter les avis des leaders politiques et à recueillir leurs propositions et contributions pour la réussite de la transition dans l'intérêt du peuple. Le Premier ministre haïtien Ariel Henry a limogé le procureur Bedford Claude, car celui-ci le menaçait d'inculpation dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet dernier. Le chef du parquet du Port-au-Prince, la capitale, avait demandé dans la matinée au juge enquêtant sur le meurtre du président Jovenel Moïse d'inculper le Premier ministre en raison d'appels téléphoniques qu'il aurait eu avec l'un des présumés suspects dans l'affaire Bedford Claude. Le numéro 1 de l'organisation État islamique au Grand Sahara a été tué par les forces françaises. Adna Abou Walid al-Sarawi
était l'émir de ce groupe djihadiste considéré comme responsable de la plupart des attaques dans la zone des 3 frontières à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Un succès majeur a annoncé le président français Emmanuel Macron. L'ancien président algérien, chassé du pouvoir en 2019 après 20 ans à la tête de l'Algérie, s'est éteint vendredi à l'âge de 84 ans dans sa résidence médicalisée à Ziralda, à l'ouest d'Alger, où il vivait reclus depuis 2 ans. Abdelaziz Bouteflika, 7e président de la République démocratique et populaire d'Algérie, inhumé ce dimanche au carré des martyrs du cimetière d'El Alia à Alger, réservé aux héros de la guerre d'indépendance, mais il n'aura pas droit aux mêmes honneurs que ses prédécesseurs. Au moins 2 personnes ont été tuées et 19 blessées dans plusieurs attentats à la bombe visant des véhicules des forces de sécurité des talibans à Jalalabad, la grande ville de l'est de l'Afghanistan, où se trouvent des rebelles du groupe État islamique. Il s'agit des premiers attentats meurtriers recensés depuis le départ des dernières troupes américaines du pays le 30 août dernier, après 20 ans de présence militaire. L'opposant Paul Rusesabagina attend le verdict dans son procès pour terrorisme ouvert en août 2020. Celui dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda en 2004 fait face à la justice de son pays qui l'accuse d'être le cerveau d'attaque menée par le Front de Libération Nationale, groupe rebelle considéré comme terroriste par Kigali. Des accusations réfutées par lui et sa famille. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il encourt la prison à vie. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête ce soir. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info revient demain à 6h30 avec Régis Kofi. Bonsoir et que la paix soit chez vous.